Ces fontaines publiques, pourtant installées par le ministre des Transports, par ailleurs fils de la localité Ulrich Manfumbi il y a quelques mois, viennent d'être détruites par des actes d'incivisme des populations, d'où l'intervention du membre du gouvernement soucieux du bien-être des populations qui a procédé à la réhabilitation de celles-ci. Actuellement, le réparateur est en train de réparer la pompe publique que les usagers ont eu à casser bénévolement, on ne sait pas pourquoi, alors que c'est le bien de tout le monde. Le message que je lance, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que c'est un bien de tout le monde. Et monsieur le ministre n'a pas placé ça pour X ou Z, c'est pour tout le monde. Que vous soyez à gauche ou à droite, vous venez puiser l'eau là, pourquoi les casser? Parce que depuis un certain temps là, nous trouvons maintenant des eaux qui coulent un peu de partout. Et c'est d'abord non seulement un bien que le ministre a eu à donner à la population ninoise, mais nous constatons qu'apparemment la population ne prend pas soin de ça. Donc déjà ce qui fait que la RSIG peut nous sanctionner par rapport à ce geste que la population fait sur les pompes. Les populations sont donc invitées à la responsabilité car un bienfait ne s'efface jamais. C'est un atelier de formation qui fait suite à celui organisé par l'UNESCO qui concerne l'éducation à la santé et au bien-être. Il s'est agi de donner des rudiments nécessaires aux enseignants leur permettant de lutter contre les violences en milieu scolaire et autres facteurs. Il s'agit pour nous ici de leur donner d'abord les rudiments, les généralités en ce qui concerne les généralités et les donner aussi au niveau de la pratique. Comment enseigner le programme de l'SBE en ce qui concerne l'école élémentaire, c'est-à-dire le pré-primaire et le primaire. Et justement, le programme en SBE prend en compte ces différents aspects, que ça concerne, en ce qui concerne, comme on disait tout à l'heure, le domaine intrapersonnel, c'est-à-dire l'enfant, que ça soit au niveau intrapersonnel, que ça soit au niveau interpersonnel, au niveau social, ou ça soit au niveau intellectuel, c'est-à-dire au domaine cognitif. Donc on parle d'un constat, c'est la recrudescence, n'est-ce pas, des violences, par exemple en milieu scolaire, la recrudescence des viols sur mineurs, la recrudescence des comportements qui exposent vraiment l'enfant. Et lorsque l'enfant est exposé par rapport à tous ces fléaux influencent le rendement de ces enfants-là. Les formateurs espèrent donc que ces enseignements servent d'armes de bataille pour mettre fin au taux de violence élevé dans les différents établissements scolaires. Au total, 230 agents prennent part à cette session de formation de l'hôtel de ville qui a fait salle comble. De ce nombre, on retiendra 180 environ qui seront déployés sur le terrain lors de la phase imminente de recensement. Pour l'instant, nous formons un nombre un peu plus élevé d'agents recenseurs selon les critères qui ont été préétablis. Ils ont passé des entretiens sur la base des critères de niveau d'âge et d'aptitude physique. Prévu pour durer 14 jours environ, cette formation vise à outiller les participants venus de l'ensemble de la province des techniques de collecte de données, l'utilisation des outils de recensement et tous les éléments de langage. Il s'agit notamment de les former sur les supports de collecte qui ont été préparés par le Bureau central du recensement, notamment les questionnaires et surtout la manipulation des tableurs. En sa double qualité de gouverneur de province et président de la commission provinciale du recensement, Jean-Benoît Becal a souligné l'importance de cette opération de recensement. Les données que vous collecterez ne sont pas de simples chiffres. Elles sont le socle de la planification stratégique, le moteur de nos politiques publiques. Formateurs comme participants, chacun reste déterminé à travailler pour la réussite de cette mission. C'est un privilège de participer à ce recensement et je remercie d'ailleurs le chef de l'État, son Excellence le président Brice Oligui Nguema et le partenaire, la Banque mondiale, d'avoir mis en place ce recensement général de la population et des logements. À travers cette initiative nationale, les autorités du pays entendent garantir la qualité et la fiabilité des données qui seront collectées, essentiel à plus d'un titre pour la planification des politiques publiques.
Former sur place, recruter localement et responsabiliser la jeunesse, c'est l'option choisie par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire Amindik. Ici, des jeunes recrutés dans la localité bénéficient d'une formation adaptée aux réalités du terrain en lien direct avec les missions de l'agence. La formation se fait en 2 phases. Il y a la phase théorique et la phase pratique. Donc au niveau de la phase théorique, il est question ici d'assimiler les missions de la GAZA, de connaître les procédures, de connaître toute la réglementation qui accompagne les activités de la GAZA. Et ensuite, on passera à la phase pratique qui va se faire sur le terrain auprès des opérateurs en fonction de leur activité. La formation est de 6 mois. Au-delà de l'apprentissage théorique, la formation met l'accent sur la pratique. Une approche qui permet aux bénéficiaires de mieux comprendre leurs futures responsabilités et de s'approprier leur rôle au sein de l'administration. Au sorti de cette formation, nous avons retenu essentiellement quelles étaient les missions de la GAZA. Voilà, et on nous a fait aussi un débriefing un peu sur les différents articles qui accompagnent les missions de la GAZA. Déjà opérationnelle, l'agence Agaza de Mindik s'inscrit dans une logique de décentralisation et de proximité avec les populations. En s'appuyant sur les ressources humaines locales, la GAZA favorise l'emploi des jeunes et renforce son ancrage territorial. La mission qui nous a été confiée, c'est veiller à la sécurité alimentaire et garantir le consommateur de la qualité des denrées alimentaires qui reviennent de l'extérieur du pays et qui reviennent, par exemple, les produits qui viennent de Libreville ou d'autres localités de la province. À Mindik, le recrutement et la formation des jeunes par la GAZA illustrent une volonté claire, investir dans le capital humain local pour un service public plus efficace et plus proche des citoyens. Un ouvrage long de 150 mètres. La passerelle d'Oyuma, c'est un secteur du quartier Ombélé dans le 2e arrondissement de la ville de Franceville. Entamé il y a 1 mois, les travaux avancent et à grands pas. La réalisation a été confiée à une PME gabonaise. Ce sont des passerelles avec connexion Wi-Fi, avec des éclairages publics et avec des bancs publics. Là, nous sommes à l'étape du plancher. Nous avons, pour un premier temps, fait des fouilles. Deuxième temps, nous avons tissé la ferraille et coulé les poteaux. Là, nous sommes à la 3e étape, c'est le plancher. Après, nous allons voir tout ce qu'il faut pour le coulage. Situé entre la rivière Mpassa et le lac Okaga, le chantier est confronté à quelques contraintes que l'entreprise a su surmonter jusque-là. Chaque passerelle a ses défis. Nous sommes à l'Ampassa, les eaux de l'Ampassa qui traversent, donc nous sommes obligés de mettre tout ce qu'il faut comme mécanisme pour essayer d'améliorer le travail, puisque ce sont des passerelles qui ont une durée de plus de 50 ans. Donc nous sommes obligés de travailler avec tout le matériel qu'il faut, comme du sika, pour bien solidifier les poteaux. Au rythme actuel, les riverains se sentent rassurés par la qualité des travaux exécutés par les employés essentiellement gabonais. On dit merci au président qui a pensé à ça. C'est un travail depuis longtemps. Mais c'est que nous voulons que le plus, ça va jusqu'au bout. Ça va faire du bien à toute la population. Parce que tout le monde passe par ici. Je vous ai cité les quartiers, Ngala, Djaka, même Djamiti, Ombélé, même les gens du quartier Sable. Il a envoyé une équipe pour réaliser cette passerelle qui relie les 2 quartiers. La population remercie au président de la République. Pour les dirigeants de Tititi BTP, les délais seront bien tenus. La rumeur enflait depuis des mois, et avec elle, l'inquiétude des PAP ou personnes affectées par le projet, comme Aurélie Ossia et ses voisins de la ville de Ngo. Le projet Bakassi pour Bateke Carbon Sink est lancé en 2021. Pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre, Total Energy s'engage à reboiser 40 000 hectares de savane dans le département des Plateaux, au Congo. Mais les terres concernées sont utilisées de manière coutumière par de petits agriculteurs qui se retrouvent en partie privés de leurs moyens de subsistance. Depuis son siège parisien, Total Energy annonce aujourd'hui, un peu plus de 3 ans plus tard, transférer ses activités à un autre maître d'ouvrage. Sans plus de détails. On ne connaît pas cette autre entreprise. Nous, on ne connaît que Total Energy. Il faut qu'ils arrangent ce problème avant de partir. Il faut qu'ils honorent les contrats de 7 ans qu'on a signés, qu'ils nous donnent de l'argent, et ainsi on pourra acheter des terres ailleurs pour nos activités agricoles. Voici l'un de ces contrats signés en 2024 entre une PAP, la filiale de Total Energy Congo Forest Company, et FNC, le partenaire technique du projet. Il prévoit entre autres que tout déplacement sera compensé
par l'accès à une parcelle de surface équivalente préparée pour l'agriculture. Problème, en novembre dernier, par exemple, les PAP du quartier Yana Yani de Ngo ont refusé les champs qui leur étaient attribués. Parmi les griefs invoqués, les champs se trouvent à 35 km du village, sans transport et sur des terres difficilement cultivables. Que vont-ils devenir aujourd'hui, alors que Total Énergie se retire? Le groupe français justifie son départ par le fait que les résultats obtenus au niveau agronomique sont en deçà des attentes. Et le coût des crédits carbone qui pourrait en résulter ne répond plus aux critères d'investissement de Total Énergie. Et précise: un mécanisme de gestion des griefs est actif pour recueillir, qualifier et répondre aux réclamations des personnes et communautés le cas échéant. Il fonctionne sous l'attention de l'ONG congolaise Cercle Droits Humains et Développement qui en évalue l'efficacité en permanence. Le projet collabore avec les parties prenantes concernées pour proposer des voies de résolution et tenir compte des avis exprimés. Maintes fois contactée, l'ONG congolaise en question n'a pas répondu à nos sollicitations. Face au flou qui prévaut depuis des mois, le coordonnateur de la commission Juste ICP, une ONG proche de l'Église catholique, s'est saisi du dossier. Total a signé des accords avec les papes, les personnes affectées par le projet, pour un accompagnement d'une durée de 7 ans. Maintenant qu'ils s'en vont avant les 7 ans accomplis, quelle est la solution qu'il faudrait mettre en place? Nous souhaiterions accompagner les populations dans cette discussion avec la multinationale. Nous sommes dans une logique de discussion, une logique de dialogue. Le projet Bakassi prévoyait de planter 40 000 hectares de forêt et de séquestrer en moyenne 500 000 tonnes de CO2 par an sur 20 ans. À ce jour, seulement 5 000 hectares ont été plantés, soit un peu plus de 12% de la surface prévue.